travaux sur les critères RDoC, hein, puisque peut-être le savez-vous, mais le système de financement américain de la recherche a décidé de ne plus financer de recherche en psychiatrie sur les critères classiques ou sur les maladies classiques telles qu'on le faisait, mais en disant que ça ne servait à rien et qu'on tournait en rond, mais qu'il fallait changer notre approche, et donc de financer sur de nouveaux critères très physiopathologiques. Et par exemple, la perte de contrôle est un des critères majeurs sur lesquels ils financent dans les aspects troubles alimentaires. Donc c'est effectivement un point majeur. Et alors justement, ma question, c'est sur cette fameuse perte de contrôle et inhibition. Il y a la remédiation cognitive, il y a des programmes de remédiation cognitive dont on sait, en tout cas chez l'adulte, qu'on peut améliorer les comportements d'inhibition et de contrôle. Est-ce que c'est utilisé, parce qu'on peut se dire que ce qu'il faudrait, c'est proposer ce genre de... Chez les obèses, notamment hyperactifs, il faudrait proposer ce genre, plutôt que de la Ritaline ou de la TCC, c'est ce genre de programme de remédiation cognitive. Tu sais si ça se fait? Oui, alors, cette notion de perte de contrôle, tu as raison, ça porte un éclairage un peu différent et ça nous fait sortir des critères classiques cliniques qui, comme on le voit, sont parfois discutables, puisqu'il y a des malades qui sont très frontières. Alors, le problème de la perte de contrôle, c'est que ça reste comme une notion qui a besoin encore d'être définie plus précisément. Je ne sais pas s'il y a des outils spécifiques qui pourraient évaluer ce type de problème. Mais en tout cas, ce qui m'a semblé à travers les littératures, c'est que chez les enfants, c'est une notion qui aide beaucoup à comprendre les problèmes alimentaires. Parce que comme on ne peut pas appliquer les critères de l'hyperphagie boulimique aux enfants, parce que c'est des critères plus adaptés aux adultes, cette notion de perte de contrôle apporte quand même un éclairage différent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est j'en ai parlé assez rapidement, mais cette notion de perte de contrôle, elle peut être objective, c'est-à-dire qu'il y a réellement une perte de contrôle, comme ça peut être un sentiment subjectif, il n'y a pas vraiment des comportements alimentaires excessifs, mais en tout cas c'est vécu ainsi, avec tous les sentiments ou les émotions négatives que cela accompagne. Et je pense que là aussi, il y a un domaine, moi, qui me semble intéressant dans les évaluations neuropsychologiques qu'on peut faire. Et troisième élément de réponse, c'est que nous, dans notre service, on fait pas mal d'évaluations dans le cadre, on en parlera cet après-midi, dans le cadre de la chirurgie bariatrique. Et puis, à partir de ce dénot de la littérature, alors c'est pas tout à fait la perte de contrôle, mais on a trouvé intéressant d'évaluer également l'impulsivité chez les patients obèses. Parce que ça saute pas aux yeux que les personnes qui souffrent d'obésité peuvent être des personnes impulsives. Comme ça, sur le plan comportemental, ça ne me paraît pas évident. Alors, c'est pas tout à fait la perte de contrôle, mais ça peut rejoindre un petit peu ces aspects. Et il nous semblait intéressant, justement, de pouvoir évaluer l'impulsivité. Et c'est pour ça, souvent, ce qu'on observe chez ces patients-là, c'est leur difficulté à respecter les régimes alimentaires, les recommandations nutritionnelles, etc. Enfin, voilà. Donc, ça nous sort des critères cliniques, mais ça a besoin d'être quand même bien défini, avec des outils bien précis, pour pouvoir avancer dans l'évaluation de ces malades. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, je vous en prie. Bonjour, je suis docteur Aoudi. Je sais pas si ça marche. Je suis docteur Aoudi, interniste. Est-ce qu'on peut considérer qu'on peut avoir un trouble d'attention avec un trouble du comportement alimentaire, mais à point normal, sans qu'il y ait obésité? Ah oui, bien entendu, c'est pas du tout. Sébastien Guillaume en a parlé déjà dans sa précédente intervention, en montrant bien que tous les bèdes ne sont pas obèses et tous les obèses n'ont pas un problème alimentaire, ça d'une part. Il y a probablement des sous-groupes qui sont superposables, mais ce n'est pas le cas. Et il en est de même parce que tous les hyperactifs ne sont pas obèses et tous les obèses ne sont pas hyperactifs. Mais il y a probablement des sous-groupes qui se superposent et peut-être que les facteurs éthiopathogéniques et les facteurs de vulnérabilité seraient peut-être un peu plus spécifiques. Mais quand il y a association des deux, c'est toujours considéré comme des facteurs de mauvais pronostic, en tout cas de sévérité des deux troubles. Peut-être pour compléter la réponse, c'est quelque chose qu'on a souvent, une question qu'on a souvent chez des hyperactifs qui ont
qui sont à la frange du trouble du comportement alimentaire, parce que la Ritaline coupe l'appétit, et parfois la question c'est, mais si on met de la Ritaline, on va améliorer l'hyperactivité, mais on pourra engendrer une restriction qui va aggraver le trouble alimentaire. Donc c'est une question qui se pose souvent en clinique. Donc la réponse après, elle est au cas par cas, mais effectivement, c'est une vraie problématique. Oui. Oui, une petite question, Mohamed. Dans ma pratique avec les enfants, ceux qui présentent un syndrome d'hyperactivité, déficit de l'attention, ceux que je rencontre le plus, c'est des enfants qui ont tendance plutôt à réduire leur alimentation. Ils ne prennent jamais le temps de finir leur repas. Et par conséquent, ils sont plus dans des poids normaux ou en dessous de leur poids moyen. Ceci dit, je suis tout à fait d'accord avec l'exposé que tu en as fait, c'est-à-dire que l'hyperactivité et le trouble et l'obésité le binge eating sont des troubles de la régulation des fonctions exécutives d'une part, et notamment les possibilités de freination de tous les stimuli ou de correction en cours d'exécution, mais aussi de régulation des émotions par le lobe frontal. Donc je comprends très bien. Alors, ce problème de co-occurrence fréquente entre hyperactivité et déficit de l'attention surviendrait-il plus tard? Je ne le sais pas. Mais chez les enfants, en tout cas, on a plutôt tendance à avoir des poids plus réduits. Oui, alors ça pose le problème de la séquence, l'histoire de la poule et de l'œuf. Est-ce que c'est l'hyperactivité qui précède l'obésité? Là, je crois qu'on n'a pas de données pour pouvoir trancher. Les seules données, j'en ai parlé au début, c'est par rapport à ces histoires de sexe ratio concernant notamment l'hyperactivité. On l'a vu, c'est extrêmement fréquent chez les enfants, alors que chez les garçons, pardon, alors que l'âge adulte, le sexe ratio tendrait vers 1. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le diagnostic, est-ce que d'abord l'hyperactivité apparaît plus tardivement chez les filles, d'une part, c'est une des premières explications, ou il n'est diagnostiqué que plus tardivement chez les filles. Bon, c'est pas ce que je voulais dire. Chez la fille, et la forme impulsive est plus importante chez le garçon. Et il se retrouve dans les comptes. C'est tout. C'est un problème on diagnostique moins un déficit de l'attention que la forme hyperactive. Elle dérange la forme hyperactive. C'est une des explications partielles de dire que chez les filles, il y a prédominance du déficit d'attention par rapport au problème de comportement. Mais ça ne suffit pas à expliquer le défaveur de sexe ratio chez les garçons. Mais c'est une explication partielle. Donc voilà, alors au niveau des séquences, on n'a pas de données qui je pense que probablement, d'après ce que j'ai lu moi dans la littérature, il semble que les troubles apparaissent de manière pratiquement simultanée dans l'enfance, qu'il n'y a pas forcément un trouble qui précède l'autre, mais il est probable que, comme dans toutes les co-occurrences, un trouble va favoriser l'apparition du second, et puis il y a comme ça des interactions bidirectionnelles entre les deux troubles. Vous vouliez poser une question? Une dernière question, et puis après on passera à la... Oui, merci. Moi, je suis un peu gêné par cette notion de perte du contrôle et l'idée que tu te fais, qui a été évoquée aussi par Sébastien Guillaume, cette idée que ça peut être le sentiment de perte du contrôle ou ce que tu as appelé subjectif, perte du contrôle subjectif ou objectif. Moi, j'ai toujours cru comprendre que le sentiment de perte du contrôle était plus dommageable que la réelle perte du contrôle. En tout cas, d'un point de vue si on regarde cela, du point de vue de la psychologie cognitive. Et même sur le plan biologique, le sentiment de la perte du contrôle déclenche la cascade de la sécrétion du cortisol plus que
la perte du contrôle réel. Alors, est-ce qu'il y a une explication qu'on peut apporter à cela ou pas? Alors, je ne sais pas si on est tout à fait dans l'axe du stress par rapport à ces problèmes. Il est certain que cette notion de perte de contrôle est accompagnée d'émotions négatives. On ne vit pas le sentiment de perdre le contrôle comme quelque chose d'agréable, c'est évident. Moi, je dirais que ça se situe plutôt à un niveau métacognitif, c'est-à-dire il y a probablement des éléments d'impulsivité qui interviennent dans cette notion de perte de contrôle, mais également tout ce qui est fonction exécutive, planification, organisation, etc. Et c'est pour ça que je le situe à un niveau métacognitif, plus probablement une participation des émotions et des affects dans le vécu que peuvent avoir ces malades. Voilà, donc c'est pour ça que c'est une notion qui reste assez... Elle n'est pas purement cognitive, elle n'est pas purement émotionnelle. Je pense que c'est vraiment une conjonction de choses différentes et qui s'expriment par cette notion de perte de contrôle. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien. C'est comme ça que je vois les choses. Oui, moi, effectivement, enfin, moi en tout cas, l'idée que j'en ai, c'est que quand vous avez un sentiment subjectif de perte de contrôle, c'est que vous avez un défaut d'insight, de regard sur vous-même qui est plus important que quand vous êtes dans la réalité. C'est-à-dire que vous avez vraiment perdu il y a une vraie perte de contrôle. Et donc, ça traduit une psychopathologie plus sévère. C'est comme ça, moi, que je vois les choses. Bien, merci. Ben, écoutez, on va passer à notre prochaine intervention. Qui est